À la une de ce journal, la France qui ouvre une partie de ses archives sur la guerre d'Algérie avec 15 ans d'avance. Annonce faite par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ce matin. Un petit geste diplomatique alors que les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées ces derniers mois. On en parlera avec vous, Bruno Darouf. Comme le veut la tradition, le nouveau chancelier allemand a choisi la France pour son premier déplacement officiel à l'étranger. Olaf Scholz a rencontré Emmanuel Macron, vous le voyez à l'Elysée. Première conférence de presse, mais aussi une volonté commune de renforcer l'Union européenne. Et puis la justice britannique ouvre la voie à une extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Le lanceur d'alerte y est accusé d'espionnage, mais nous verrons dans cette édition que tous les recours n'ont pas encore été épuisés. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. C'est un travail de mémoire lent et toujours très délicat. Celui sur la guerre d'Algérie. La France annonce ouvrir certaines archives avec 15 ans d'avance. Il s'agit là essentiellement de documents sur les enquêtes judiciaires de l'époque. Inès Olagaray. C'est un pas de plus vers la réconciliation mémorielle entre la France et l'Algérie. Paris vient d'annoncer l'ouverture de ses archives sur les enquêtes judiciaires liées à la guerre d'Algérie, qui a opposé le gouvernement français aux indépendantistes algériens entre 1954 et 1962. Il faut avoir le courage de regarder la vérité historique en face. J'ouvre avec 15 ans d'avance les archives sur les enquêtes judiciaires de gendarmerie et de police qui ont rapport avec la guerre d'Algérie. En France, les archives nationales sont généralement déclassifiées 75 ans après les faits. Mais depuis quelques années, Paris tente de donner un coup d'accélérateur au travail de mémoire envers Alger. En 2018, Emmanuel Macron a reconnu officiellement que l'armée française était responsable de la disparition du militant communiste Maurice Audin à Alger en 1957. Puis le 9 mars dernier, le président français s'est engagé à raccourcir les délais pour accéder aux archives classifiées. Entre-temps, une crise diplomatique a éclaté entre les deux pays. Le 2 octobre, Emmanuel Macron a déclenché la colère d'Alger en déclarant dans le journal Le Monde que les Algériens entretenaient une rente mémorielle autour de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Depuis, les autorités françaises tentent d'apaiser les tensions. Au-delà des blessures du passé que nous devons regarder en face, au-delà des malentendus qu'il nous revient de dépasser, je souhaite que nos deux pays reprennent ensemble la voie d'une relation apaisée et puisse regarder vers l'avenir. Près de 60 ans après la fin de la guerre, les relations entre les deux pays restent compliquées. La France multiplie les gestes symboliques, mais exclut toujours de présenter ses excuses à l'Algérie. Et Emmanuel Macron a été interrogé un peu plus tôt lors d'une conférence de presse sur ce sujet. Écoutez sa réaction. Ce que la ministre a annoncé est conforme à ce processus que nous avons enclenché et qui a d'ailleurs associé l'ensemble des ministères concernés, le ministère des Armées, le ministère de la Culture, etc., et qui s'inscrit dans le droit fil du rapport Stora et de ce travail en profondeur que nous faisons. Et je crois que c'est un travail de vérité indispensable et je veux qu'il se fasse dans l'apaisement. Et je pense que nous en sommes capables. Et dans la reconnaissance de toutes les composantes mémorielles qui forgent la nation française. Toutes. On continue à en parler avec vous. Bruno Darouf, bonsoir. Bonsoir Zora. Un nouveau geste de Paris, et ce, 2 jours à peine, on l'a vu dans ce reportage, après la visite de Jean-Yves Le Drian à Alger. Oui, en fait, la France est dans une séquence de séduction, si vous voulez, vis-à-vis de l'Algérie, après l'expression qui a fait couler beaucoup d'encre à Alger, l'expression évidemment d'Emmanuel Macron début octobre, qui parlait donc de la nécessité pour le pouvoir algérien d'instrumentaliser en quelque sorte la fameuse rente mémorielle pour justifier en fait sa présence au pouvoir. Donc évidemment, ça n'a pas plu du tout à Alger, il y a eu des mesures de rétorsion et depuis, la France rame un peu, si vous me passez l'expression, pour essayer de rétablir le dialogue avec Alger, pour apaiser les tensions. Il y avait eu pourtant au début de l'année des signaux positifs également, le rapport Stora dont il était question à l'instant, mais clairement cette déclaration présidentielle a été très mal vécue. D'où la visite de Jean-Yves Le Drian il y a 2 jours, qui a dit, on l'a entendu, que il y avait des malentendus, mais il fallait savoir aller au-dessus et regarder vers l'avenir. Et puis ce geste donc de l'ouverture avancée de 15 ans des archives judiciaires de la police et de la gendarmerie concernant donc la période de la guerre d'Algérie et uniquement celle-là, 54-62, mais c'est déjà un véritable pas en avant.
une ouverture qui va sans doute permettre d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé, sur la manière dont l'armée française s'est comportée, s'il y a eu des exactions, des actes de torture contre des nationalistes algériens, mais aussi des partisans de l'Algérie française, voire de l'OAS. Donc, un pas en avant, est-ce que ce sera jugé suffisant par Alger? C'est toute la question. Alors Alger qui n'a toujours pas réagi pour l'heure. Un premier pas donc, mais de son côté, le gouvernement algérien attend beaucoup plus. Il faut dire que la question de la guerre d'indépendance touche quasiment au sacré de l'autre côté de la Méditerranée. Oui, tout à fait, ça touche au sacré. C'est vraiment ce qui crée l'unité nationale, hein, de même que la Révolution française a joué et joue encore ce rôle pour la nation française. C'est ce qui, au-delà de toutes les différences, les critiques en interne, les controverses, fait véritablement le ciment de la nation algérienne. C'est pour ça d'ailleurs que la critique d'Emmanuel Macron, même si elle n'est pas totalement fausse, en fait, est mal passée, parce que s'il y a beaucoup d'Algériens, hein, on se souvient évidemment d'un mouvement qui n'est d'ailleurs pas tout à fait terminé, le mouvement du Irak, donc d'une bonne partie du peuple algérien qui dénonce la mauvaise gouvernance et la corruption de ses élites. Mais quand on touche à cette question, là, il y a une forme d'unité retrouvée. Et c'est vrai que le pouvoir algérien, donc disons clairement les choses, essentiellement les militaires, ont recours à cette notion pour se légitimer au pouvoir, et puis aussi parfois pour distraire la population d'autres problèmes. Donc, c'est une notion très importante. Et du côté de l'Algérie, on estime que cette politique des petits pas de la France, important mais symbolique, n'est pas suffisante, qu'il faut aller jusqu'à l'excuse et la repentance. Et ça, Paris, pour le moment, ne peut pas le faire parce que ça créerait trop de remous en interne, à l'intérieur, cette fois-ci, de la nation française, d'autant plus que nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle où les thèmes de l'identité, de l'immigration sont très prégnants. Donc Paris va sans doute rester d'une très grande prudence là-dessus. Et c'est ce qui explique en fait cette espèce d'entre-deux où sont les deux pays, avec des périodes de détente, de réchauffement, et puis des détentes de crispation. Et c'est vrai que dans quelques mois, nous serons aux 60 ans de l'indépendance algérienne. Il serait bien que d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée, on arrive enfin à passer à autre chose et à bâtir une vraie relation, tant les liens entre la France et l'Algérie, de toute façon, sont et resteront très forts. Une ouverture des archives qui devrait normalement permettre d'écrire enfin l'histoire si importante entre ces deux pays. Merci à vous, Bruno Darroux. Il faudra s'habituer à prononcer son nom à la place de celui d'Angela Merkel. Le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz est à Paris. Il s'est entretenu, vous le voyez, avec Emmanuel Macron. Une visite destinée à montrer la stabilité du couple franco-allemand, mais aussi l'occasion d'aborder des sujets très importants à l'échelle européenne, comme la crise ukrainienne. Écoutez justement la position du tout nouveau chancelier allemand sur la question. La situation à la frontière Ukraine nous préoccupe tous, bien évidemment. On y voit beaucoup de soldats et il est tout à fait normal que nous en parlions. Le président américain a décidé de s'entretenir avec le président Poutine, ce que nous jugeons tout à fait positif. Et nous allons, de notre côté, apporter une contribution pour que l'Ukraine conserve des perspectives. Nous allons actionner des leviers et nous pourrons continuer à poursuivre notre coopération dans le cadre du format Normandie. L'Allemagne qui approuve par ailleurs l'obligation vaccinale pour le personnel médical. Les salariés concernés ont donc jusqu'au 15 mars 2022 pour prouver leur vaccination complète, au risque de ne plus pouvoir travailler. C'est donc un premier pas avant l'obligation vaccinale qui sera donc élargie à toute la population allemande, et ce dès le début de l'année prochaine. Ce premier pas vers l'extradition de Julian Assange aux États-Unis. Les juges britanniques ont estimé que Washington avait fourni assez d'assurances sur le traitement du lanceur d'alerte. Mais vous allez le voir, tous les recours ne sont pas encore épuisés. Émilie Béroux. Au désespoir de ses soutiens, la Haute Cour de Londres a tranché. L'extradition de Julian Assange, demandée par les États-Unis, doit être réévaluée par la justice britannique. Près de 2 ans après le début du procès, cette décision marque une victoire pour le gouvernement américain, un retour en arrière pour le lanceur d'alerte et ses proches.
Nous allons continuer le combat. Chaque génération a un combat épique à mener et celui-ci est le nôtre. Parce que Julian représente les fondements de ce que signifie de vivre dans une société libre, de ce que cela signifie d'avoir la liberté de la presse, de ce que cela signifie pour les journalistes de faire leur travail sans avoir peur de passer le reste de leur vie en prison. En janvier dernier, les hauts magistrats britanniques s'étaient pourtant opposés à l'extradition d'Assange, invoquant sa santé mentale fragile et un risque de suicide. Les États-Unis ont alors fait appel et obtiennent gain de cause ce vendredi. D'après la Haute Cour de Londres, les États-Unis ont fourni des assurances répondant aux inquiétudes qui ont conduit la juge de première instance à bloquer l'extradition. Cette nouvelle étape fragilise le fondateur de Wikileaks, qui pourrait être extradé aux États-Unis si les juges et le gouvernement britannique donnent leur feu vert. Julian Assange, à qui les États-Unis reprochent d'avoir diffusé des documents classés défense, risque jusqu'à 175 ans de prison. C'est une rupture diplomatique qui en dit long sur l'influence de la Chine. Le Nicaragua annonce prendre ses distances avec Taïwan et dit ne reconnaître désormais que cette Chine dirigée par Pékin. Vous allez voir, c'était un coup dur pour la diplomatie américaine. Regardez. C'est une annonce retentissante faite par le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua. Le gouvernement de la République du Nicaragua déclare qu'il reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, que la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime qui représente toute la Chine et que Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. Le Nicaragua se tourne vers la Chine et rompt ses relations diplomatiques avec Taïwan, que Pékin considère comme une province rebelle. Une décision que Taïwan a immédiatement indiqué regretter du fond du cœur, mais saluée par la Chine. Cette annonce intervient alors que les relations entre les États-Unis et le président nicaraguayen Daniel Ortega se dégradent. Washington a récemment durci ses sanctions à son encontre après sa réélection contestée en novembre dernier. Pour les États-Unis, cette rupture diplomatique est un coup dur dans un contexte de fortes tensions avec la Chine. En réaction, le département d'État américain a appelé les pays démocratiques à accroître leurs liens avec Taïwan. Nous encourageons tous les pays qui accordent de l'importance aux institutions démocratiques, à la transparence, à l'état de droit et à la promotion de la prospérité économique pour leurs citoyens à accroître leurs liens avec Taïwan. Taïwan n'est désormais plus reconnu que par 14 pays à travers le monde, dont seulement 3 en Amérique centrale. Mais l'île a aussi trouvé récemment de nouveaux soutiens internationaux. Fin novembre, la Lituanie est ainsi devenue le premier pays de l'Union européenne à accueillir une représentation diplomatique de Taïwan. Un peu de sport maintenant avec la dernière manche du championnat du monde de Formule 1. Ça se déroule à Abu Dhabi avec les séances d'essais libres. On voit les enjeux de ce Grand Prix avec Alice Broga. Pour le dernier Grand Prix de la saison, le suspense est à son comble à Abu Dhabi. La ville se prépare à vivre un ultime duel entre le Britannique Lewis Hamilton et le Néerlandais Max Verstappen pour le sacre de champion du monde. La course est décisive car les deux rivaux sont à égalité de points, un scénario survenu une seule fois dans l'histoire de la Formule 1 en 1974. Une bataille au sommet qui fait déjà vibrer les supporters. Ik denk wel dat het heel spannend wordt, maar we denken dat het een unieke ervaring gaat worden. Iets wat jarenlang bijblijft, denk ik. Echt iets heel bijzonders. Ja, sterker nog, dit is het meest horrorscenario, maar ook het meest spannende scenario wat je kan hebben natuurlijk. Et l'enjeu est de taille. S'il gagne, Hamilton remporterait à 36 ans le 8e sacre de sa carrière, un de plus que le record de Michael Schumacher. Max Verstappen concourt lui pour son premier titre à seulement 24 ans. Depuis le début de la saison, la tension n'a cessé de monter avec des échanges verbaux et même des accrochages sur la piste. Face à cette agressivité, la direction a tenu à rappeler le risque de suspension ou de retrait de points en cas de comportement antisportif. Si l'égalité de points demeure à l'issue de la course, c'est Max Verstappen qui sera couronné grâce à son plus grand nombre de victoires. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. L'info continue toujours sur notre site internet www.france24.com avec à la une Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz qui se sont rencontrés pour la première fois. C'était à l'Élysée il y a quelques heures. On se retrouve dans 15 minutes. Restez avec nous.